voice. Alors là, je pense qu'on est live, mais il y a toujours un petit délai avant que les gens se joignent à notre live. On va attendre quelques minutes. Il est 12h30. Alors, s'il y a des gens qui nous regardent, s'il vous plaît, je vais vous demander de nous faire des petits pouces ou des petits cœurs pour nous dire que vous êtes là. Bonjour. Bon, on est live. Alors, bonjour tout le monde. Je vais attendre encore quelques secondes. Je suis tellement excitée de recevoir Christian et Anne-Chantal. J'ai envie de parler vite là, mais je vais attendre un petit peu pour laisser la chance aux gens de se connecter. Donc, bonjour tout le monde, bienvenue dans cette émission où j'ai le grand plaisir et l'honneur de recevoir Christian et Anne-Chantal Junot qui nous viennent directement de Suisse. Bienvenue au Québec, Christian et Anne-Chantal, bonjour, bienvenue. Merci, bonjour Nassima. Bonjour Nassima. Merci. Bonjour, alors je pense que vous êtes quand même des amis du Québec, vous êtes déjà venus au Québec et même que la photo que vous m'avez envoyée qui est sur ma page a été prise au Québec. Au Mont-Tremblant. Au Mont-Tremblant. Au Mont-Tremblant. Passé. Ouais. Magnifique, magnifique. Alors, bienvenue virtuellement, en espérant vous rencontrer un jour en vrai. Oui, avec plaisir. Oui. Alors, Christian, Anne-Chantal, en premier lieu, je vais vous laisser vous présenter et nous parler un petit peu de votre parcours et nous dire comment vous en êtes arrivé à faire ce que vous faites aujourd'hui. Et d'abord, nous dire qu'est-ce que vous faites et comment vous êtes en arrivé là. Ok. Vous en êtes arrivé là. Vas-y. Ok. Alors, déjà, je commence par là où j'en suis aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis expert de la relation à l'argent, un des rares en francophonie, parce que c'est un thème très tabou. Et j'en suis arrivé là à travers un parcours. Je suis économiste de formation. J'ai travaillé 23 ans dans la plus grande banque suisse, une multinationale, 17 ans comme conseiller en placement financier. Et en 2009, j'ai été licencié suite à la crise des subprimes. Et j'ai décidé, début 2010, que j'allais faire plus que ce que j'aime, c'était d'accompagner les êtres humains, parce que ma passion, c'était les êtres humains. Et puis, si j'en suis venu à la relation à l'argent, il y a deux raisons. La première, c'est que j'ai connu un gars qui a fait des années de recherche, qui s'appelle Peter Koenig, qui est venu souvent au Québec d'ailleurs, qui vient encore de temps en temps, qui a fait des années de recherche sur ce thème-là. J'étais son organisateur. Et surtout, moi, j'avais de grosses peurs de manquer. Et j'ai pu pacifier une bonne partie de ces peurs, qui fait que j'étais très serein au moment de devenir entrepreneur. Et puis, à force d'être son organisateur, j'ai finalement acquis ces enseignements et j'anime ça maintenant. J'ai écrit des livres et c'est ce que je fais avec passion. Je viens des fois au Québec. Quand on arrive à entrer au Québec, j'espère bientôt. Oui. En tout cas, juste entre parenthèses, on retrouve vos livres au Québec. Je les ai retrouvés au Renaud-Bré. En tout cas, j'en ai retrouvé un. Ce que l'argent dit de vous. On en parlera plus tard. On va laisser Anne-Chantal se présenter. Alors, je vais aussi commencer par ce que je fais maintenant. Donc maintenant, je m'appelle coach Job Bonheur, c'est-à-dire que j'accompagne les personnes qui ont envie de se réorienter professionnellement ou de donner un nouveau souffle dans leur travail à un objectif professionnel qui soit en lien avec leur cœur, avec leur essence, avec qui ils sont profondément. Et je les accompagne là-dedans avec beaucoup de joie et encore, j'accompagne les gens encore pour la mise en place, les premiers mois de la mise en place. Et en parallèle, j'anime des constellations systémiques et familiales, ce qui est un petit pourcentage de mon travail, mais je le nomme parce que j'ai eu des clients du Québec pour les constellations. Voilà, à distance. D'accord. Et mon parcours, alors moi j'ai été enseignante et enseignante spécialisée, je crois que vous appelez ça orthopédagogue, il me semble, chez vous. Oui. Orthopédagogue. Ce qui m'a amenée à démissionner, c'est que je pense que j'ai un grand besoin de liberté, de sens. Et dans l'enseignement
étatique, je dirais. Il y a un moment donné, enfin plusieurs fois où je me suis sentie coincée par des consignes, des manières de faire qui venaient me titiller, enfin titiller, je pense que c'est déjà suisse roman, mais qui venaient me bousculer parce que je trouvais que c'était pas toujours suffisamment bienveillant envers les enfants. Et j'ai toujours réussi à m'adapter, à trouver des stratégies jusqu'au jour où j'ai plus trouvé de stratégie. Et j'ai vraiment pris conscience que le système était plus fort que moi et que malgré toute ma bonne volonté et toute l'énergie que j'essayais de mettre pour essayer de faire changer les choses, eh bien que je n'y arriverais pas. Et du coup, c'est ce qui a fait que je suis partie dans le métier de coach parce que ça faisait des années que je faisais du travail de croissance personnelle, que je m'étais formée à plein d'approches parce que c'est une passion commune, l'être humain. Donc, voilà. Parfait. Alors, comme on le sait tous, 2020 a été une année très spéciale, comme on n'en a jamais vécu. Et par rapport à ce que vous faites l'un et l'autre, est-ce que ça a été une année où vous avez vu une augmentation des besoins dans vos domaines respectifs, des besoins au niveau de la société, des entrepreneurs, des personnes que vous accompagnez? Quel type de besoins ont eu de la demande de votre côté? Alors, pour moi, très clairement, oui. Très clairement, j'ai eu beaucoup plus d'accompagnement que les années précédentes. Oui. Et je crois que le confinement a vraiment permis aux personnes de se poser et de réaliser, de prendre conscience. Je pense qu'il y a vraiment eu des prises de conscience dans quoi ils étaient enfermés au niveau du travail, qu'il y avait beaucoup d'insatisfaction, mais pris dans le courant. Eh bien voilà, c'était des automatismes et de sortir l'automatisme pendant quelques temps leur a fait prendre conscience que non, ils voulaient plus ça. Oui, donc, accompagnement, très clairement. Est-ce que y aurait pas une réévaluation du risque, c'est-à-dire le risque finalement c'est une perception et puis des événements comme ça, moi de ma part, ça me fait changer ma perception face au risque parce que parfois on voit le risque là où il n'est pas, alors qu'on le sous-estime totalement dans une situation où il est présent et où il a un impact énorme, comme dans cette situation-là, 2020. Les risques sont énormes, mais tellement pas attendus que… Donc, en tout cas, c'était juste une parenthèse par rapport au risque. Alors, une question aussi que je retrouve souvent chez les entrepreneurs. Évidemment, je travaille avec la petite entreprise, avec des jeunes entrepreneurs. Souvent, beaucoup de mes clients sont des jeunes entrepreneurs ou des nouveaux entrepreneurs, je dirais. Et puis, il y a toujours des comportements par rapport à l'argent, évidemment. Et puis, je voulais savoir pour vous, Christian, avec toute l'expérience que vous avez, avec toute votre expertise par rapport au sujet de l'argent, c'est quoi pour vous une relation saine face à l'argent? Et ça, je pose ça pas juste pour les entrepreneurs, mais c'est par rapport aux gens en général, aux parents, parce qu'on parle expert en argent, mais c'est quoi une relation saine à l'argent pour vous? Oui, alors juste j'ai envie d'abord saluer Odette et Daniel, nos amis québécois qui sont là. Voilà, Odette a organisé mes conférences la dernière fois que j'étais venu au Québec l'année passée. Alors, une relation saine à l'argent, ça veut dire que pour moi, c'est qu'il y a déjà une très forte diminution des peurs, les peurs de manquer, de pas avoir assez, etc. Et donc, il y a déjà une sorte de détachement, de juste détachement, c'est-à-dire qu'on peut vraiment voir l'argent pour à quel point il est utile et à quel point il nous sert à quelque chose, mais sans être accroché à l'argent. Ça veut dire qu'on pourra vraiment prendre des décisions en tant qu'entrepreneur, par exemple, vraiment à partir d'un endroit de sérénité, posé, et de savoir quand c'est qu'on doit investir, parce qu'à un moment donné, c'est important. Les entrepreneurs, parfois, où ils ont peur, ils n'investissent pas quand ils devraient le faire. Pour certains, ils investissent beaucoup trop avec sans protection, donc on peut être dans les deux extrêmes aussi. Et surtout, pour moi, c'est
moi, je dis une relation saine à l'argent et sereine à l'argent, ça passe par ce que j'appelle moi la confiance en la vie. La confiance en la vie, c'est vraiment cette confiance cellulaire en moi, mais au plus grand que moi, que vraiment, quoi qu'il m'arrive, je trouverai des solutions, je trouverai les bonnes personnes, où j'ai moi-même la capacité à faire face à ce qui se présente, où je trouverai les bonnes personnes sur mon chemin pour me soutenir. Et vraiment, à partir de là, on peut être beaucoup plus relax. D'accord. Parce que, comme vous le savez, il y a quand même une communauté d'entrepreneurs ici et avec mes clients, souvent je vois comme tu le dis, Christian, des réactions et je suis toujours étonnée parce qu'il faut s'adapter aussi au caractère de son client et je dis caractère, mais probablement que c'est la relation à l'argent aussi. Et je suis toujours étonnée. J'ai des clients qui comme dépensent, même si ils ont pas peur de dépenser et ça va dans l'autre extrême. Et d'autres qui sont beaucoup plus prudents, etc. Mais tu dis, Christian, qu'il y a moyen d'équilibrer ça. Oui. Oui, heureusement d'ailleurs, parce que si tu veux, dans les entrepreneurs, les problématiques courantes que je vois, il y a tous ceux qui ont de la peine à valoriser leurs prestations, qui ont de la peine à donner une juste valeur. Il y a ceux qui ne facturent pas, qui ne contrôlent pas les entrées d'argent, qui négligent les histoires financières. Tu dois bien connaître ça d'ailleurs. Oui. Oui. Il y a ceux, au contraire, qui ont tendance à peut-être à ne pas mettre le nez dans les comptes parce qu'ils n'ont pas ça et au fond, ils savent pas vraiment où ils en sont. Ils prennent des décisions, il ne faut pas que je sois adapté. Puis il y a ceux qui ont peut-être trop de prudence qui fait qu'ils vont pas pouvoir déployer leur business comme ils pourraient le faire, leur activité professionnelle. Donc, c'est pour ça que souvent, on associe l'argent à quelque chose du style liberté, sécurité ou comme quelque chose de négatif. Et suivant ce qu'on appelle des projections et suivant ce qu'on associe, ce qu'on projette sur l'argent, ça va beaucoup, beaucoup conditionner notre rapport à l'argent et nos comportements surtout. Mais surtout, ce que je vois beaucoup, mais après, je me tais, pour laisser la parole aussi à Chantal, peut-être qu'elle a aussi une expérience des gens qu'elle accompagne, mais c'est à quel point les entrepreneurs ont ce que j'appelle des plafonds de verre. C'est comme des limitations qu'on se donne en termes de revenus qu'on est prêt à gagner, mais également en termes de succès, de réussite. Je mets des guillemets sous ces mots, chacun met ce qu'il veut derrière, de visibilité. Et à quel point il y a des limitations. Je travaille beaucoup à casser ou à libérer ces limitations qui nous empêchent d'avoir tout le succès que nous méritons. Oui. Anne-Chantal, est-ce que tu aurais quelque chose par rapport à ça? Alors moi, ce que je vois, c'est que c'est l'argent, je disais, le besoin de sécurité financière est l'argument de 90% des gens. 90. Qui va les freiner à faire un changement d'orientation dans leur carrière. Oui. C'est vraiment, je trouve, le frein le plus important. Oui. Avec quand même cette illusion de sécurité quand on est salarié. Parce que Christine s'est fait licencier. Je veux dire, l'entreprise peut fermer. Ou alors elle ferme pas, mais elle délocalise. Et puis on habite en Suisse, puis on doit aller travailler au Portugal. Enfin, il peut y avoir plein de choses. Mais c'est comme si le salariat était collé à sécurité. Parce qu'on sait que ça va tomber chaque mois. Et que c'était juste pas possible de tout d'un coup ne plus avoir d'argent quand on est salarié. Et je dois dire que les gens que j'accompagne, il y en a beaucoup qui sont déjà indépendants, mais avec des projets qui patinent en fait, des projets qu'ils n'arrivent pas à développer. Donc souvent, ils ont deux activités en parallèle parce que pour leur sécurité, ils gardent un certain pourcentage comme salariés. Et ils essayent de partir dans quelque chose d'indépendant. D'accord. Et je dis pas qu'il faut pas le faire parce que je pense qu'au départ, oui, il faut pas être complètement casse-cou non plus. Par contre, il y a un moment donné, il faut faire le saut. Oui. Parce qu'à un moment donné, quand on est à deux endroits, eh bien, il n'y a pas suffisamment d'énergie dans ce nouveau projet pour qu'on puisse complètement éclore. Voilà. Oui, c'est vrai que c'est quelque chose que je vois beaucoup autour de moi, des gens qui veulent garder quand même, et c'est tout à fait compréhensible. Je veux dire, les gens ont besoin aussi de cette stabilité financière. Ils ont quand même un loyer à payer, ils ont des enfants, mais oui, pouvoir faire le saut, il faut avoir assez confiance pour se dire que je vais pouvoir vivre de mon activité, l'activité
secondaire, quoi, pour qu'elle puisse devenir activité primaire. Oui, ça doit pas être évident, effectivement. J'ai envie d'ajouter quelque chose parce qu'il me paraît important, c'est que au fond, aussi longtemps qu'on n'ose pas faire le pas, c'est comme si on donnait le message, j'ai pas encore suffisamment foi dans mon nouveau projet. Oui. Et quelque part, c'est le message qu'on donne à l'univers et l'univers va nous renvoyer qu'au fond, ben oui, puis si t'es pas vraiment prêt, on peut pas t'envoyer autant de positif, d'abondance que tu pourrais. Oui. Tu as ouvert grand le canal. Tu as gardé le canal un peu ouvert, mais pas trop. C'est vrai, oui. Oui, puis moi, ce que j'observe aussi, c'est que parfois, il y a un projet, mais il n'est pas très clair. Mm-hmm. J'ai accompagné beaucoup de gens qui veulent partir dans du coaching, dans de la thérapie. Puis c'est vrai que je disais, mais qu'est-ce qui fait que, par exemple, un kiné, qu'est-ce qui fait que je vais venir chez toi plutôt que celui qui habite à ta gauche ou celui qui habite à ta droite? Et mon travail, c'est aussi ça, c'est de mettre en évidence la spécificité de la personne. Oui. Oui, c'est vrai que avoir plus de clarté, on est plus capable de se vendre et on a plus confiance en nous, en notre service, on se l'approprie, on est plus capable d'aller le proposer. Effectivement, je suis d'accord, il y a un travail d'alignement à faire avant de pouvoir se lancer à 100%, c'est vrai. Et puis ça, je dirais même que je le vois même dans des gens qui sont déjà lancés depuis 1 an, 2 ans, et puis qui savent toujours pas quelle est leur spécificité. Et puis c'est vrai que c'est un travail à faire au départ. Ouais. Alors on va voir s'il y a des questions, des gens qui nous regardent. Je vois Daniel et Odette qui sont là. Bonjour Saïd. Attends, Vincent de France. Vive la francophonie, oui, absolument. Il y a de la France, il y a l'Algérie, il y a le Maroc, il y a la Suisse. La francophonie est là. Donc, mes amitiés aux Suisses, mes anciens voisins dans ma tendre jeunesse très lointaine. Ça, c'est Vincent de France qui vous salue. Ok, pas de questions pour le moment. Ok, donc... Alors, moi, ce que je veux savoir, parce que ça, c'est une question que j'entends souvent, évidemment, parce que moi, comme vous le savez, j'ai travaillé longtemps dans le secteur bancaire, j'ai travaillé longtemps dans une salle des marchés, etc. Et par contre, je sentais que j'avais besoin de faire autre chose et tout. Et aujourd'hui, que je suis à mon compte depuis quelques mois quand même, j'ai décidé de travailler avec des gens qui sont dans le secteur du bien-être, qui sont dans le secteur, tu sais, qui sont proches de l'humain, qui ont des missions derrière leur entreprise. Mais malheureusement, on a du mal à parler d'argent avec ces personnes-là, qui sont des personnes magnifiques avec lesquelles j'ai décidé d'accompagner moi-même au niveau financier. Et puis souvent, je vois des gens qui me disent « Ah, mais moi, je ne fais pas ça pour l'argent. » Qu'est-ce que vous avez à dire à ces gens-là? Quel message vous pourriez leur passer? Alors moi, ce que je vois, c'est qu'il y a une croyance qui est très imprégnée, qui est une croyance qui vient vraiment de l'inconscient collectif, qu'il faut travailler dur pour avoir de l'argent. Et quand les gens se lancent dans leur métier passion, ils ont tellement de plaisir que c'est comme s'ils n'arrivaient pas à associer plaisir, travail et argent. Ouais. Et du coup, mais je peux pas demander plus que tant parce que je m'éclate tellement à faire ça que ça mérite pas un salaire quelque part. Wow. Comme si l'argent, on l'avait au mérite. Ouais. L'argent, c'est pas au mérite. Je veux dire, c'est un échange entre le donner et le recevoir. Mais il y a vraiment pour moi cette. Après, je laisserai parler de spécialistes. Mais il y a vraiment, je le vois très clairement dans les personnes que j'accompagne, cette difficulté à mettre de la valeur sur un service et aussi quelle valeur je me donne. Il y a aussi ça qui entre en ligne de compte. Pour moi, c'est quelle valeur je me donne. Ouais. Et comme si, parce que quelque chose était facile, ça n'avait pas de valeur. Ah, oui. Effectivement, il y a ce point de vue aussi. C'est-à-dire, c'est tellement facile pour moi, donc la facilité et le plaisir. Donc, c'est tellement plaisir et puis c'est tellement facile pour moi que ça ne mérite pas d'être échangé contre de l'argent. C'est vraiment ça.
Alors, c'est que de ma clientèle, j'ai une majorité de coachs, thérapeutes, formateurs. C'est vraiment ceux que j'ai le plus dans mes activités. Et c'est vrai que je rejoins complètement ce que dit Anne-Chantal. Et au fond, tu vois, ce sont des activités qu'on choisit parce qu'on aime l'humain. Et les histoires d'argent, c'est le truc qu'on doit se farcir, qu'on doit, tu vois, se coltiner, mais pas par plaisir, par obligation. Oui. C'est vraiment comme si c'était comme la sale partie du travail. Donc, c'est déjà pas perçu comme juste pour moi la notion de prix et d'argent, c'est juste une question d'échange. C'est-à-dire qu'un client, quand il vient payer une séance de coaching ou n'importe quoi, il vient honorer ce qu'il a reçu. Il vient honorer ce qu'il a reçu de ma part. C'est important, il ne vient pas dépenser de l'argent, il vient investir pour son bien-être ou pour quelque chose d'autre, c'est égal, mais il y a la notion d'honorer. Donc, et moi je trouve aussi que si on met des prix trop bas, comme c'est des grandes peurs de beaucoup de ces personnes-là, j'ai peur de ne pas avoir assez de business si je mets des prix bas. Oui. Mais il faut savoir que c'est pas parce qu'on met des prix bas qu'on a forcément plus de monde, parce que c'est pas là que ça se passe. C'est aussi pas honorer ce que j'offre, c'est pas honorer le cadeau que j'ai envie d'offrir à l'extérieur. Oui. Donc c'est vrai que 2-3 personnes ont mis la remarque. C'est sûr que l'idée, c'est pas de travailler pour de l'argent, c'est-à-dire même le mot travailler devient difficile à utiliser pour moi en tout cas parce qu'il y a une connotation assez négative. Mais l'idée, c'est comment je mets toute ma passion, en tout cas tout mon enthousiasme au service de ce que je fais, le sens que ça a, et la conséquence, comme le disait Saïd, la conséquence, c'est que je vais gagner de l'argent. Et donc, moi, j'aime gagner de l'argent parce que c'est une conséquence que je peux accompagner beaucoup de personnes, je peux soutenir beaucoup de personnes. C'est la conséquence, c'est pas le but en soi. Ouais. Je vois Sophie Rouleau, mon amie Sophie, qui dit: si j'aime ce que je fais, je m'amuse dans ce que je fais. Or, si je charge, je me sens coupable. Oui. Ouais, il y a le mot déjà, si je charge. Oui, si je charge. Vous dites ça au Québec, vous dites ça au Québec, j'imagine. Oui. Mais c'est assez quand même significatif le mot qui est utilisé. C'est une charge. Oui. Donc, on est à l'inverse de ce que tu disais tout à l'heure. On n'est pas dans honorer mon service, ma prestation, honorer ce que j'offre. C'est comme si on allait mettre un poids sur la personne qu'on aide ou à qui on offre le service. Oui. Moi, je suis très attentif aux mots qu'on utilise parce qu'ils ont une énergie, les mots. Et c'est vrai que si vous dites ça comme expression, et je vous inviterai vraiment à changer d'expression, de dire si je charge, parce que donner une charge à quelqu'un, c'est pas très sympa, quoi. Ça fait pas très envie, en tout cas. J'ai pas envie qu'on charge, en tout cas. Hein. Ouais. Et voilà, donc, mais simplement, je veux dire aussi, c'est culturellement, nous avons comme tous, nous sommes, enfin, en tout cas, dans beaucoup de pays, peut-être pas en Afrique du Nord et à voir, mais nous sommes très imprégnés de la culture judéo-chrétienne, cette histoire qu'il faut travailler dur pour mériter le paradis, tu vois, gagner son pain, la sueur de son front. Et c'est comme si il y avait vraiment cette croyance que ça se mérite seulement contre de la souffrance, ce truc-là. Et on a vraiment à changer ça. On a vraiment à changer ça et au contraire, montrons l'exemple d'avoir du plaisir et de gagner de l'argent pour montrer que c'est un autre système, un autre modèle qu'on peut mettre dans cette nouvelle société que nous avons tous envie de construire, je crois, où il y aura beaucoup plus de place pour le plaisir et qu'on ne ferait plus les choses par devoir, par obligation, mais plus par plaisir et par ça a du sens. Absolument. Je vois effectivement, Sophie, belle observation, mais Sophie, je te fais confiance pour mettre tes barniques bioniques. Je vous dis ça parce que Sophie, justement, travaille sur est coach d'expression et puis elle fait elle-même très attention aux mots qu'elle utilise. Elle aide les gens à nommer les choses et puis c'est elle qui a utilisé le mot chargé, donc je lui fais confiance. Pour nous aider à changer cette expression. Saïd, l'entrepreneur doit avoir la qualité d'un bon épargnant ou du moins au début. D'un bon épargnant, oui, effectivement, au début, si on veut avoir les moyens d'investir plus tard dans notre entreprise, il faut savoir épargner au début. Bon gestionnaire plutôt qu'un bon épargnant. Gestionnaire, je dirais, oui, parce qu'il faut savoir aussi épargner, mais dépenser là où il faut, pas dépenser, investir pour pouvoir se donner des ailes et avancer mieux dans son projet. Quelle est la différence entre un bon ou un médiocre entrepreneur? Donc, ça, c'est une question que je vois ici.
Euh, En termes de mindset face à l'argent, je ne sais pas s'il y a vraiment une recette magique par rapport à ça. Je pense que chacun a ses forces et ses faiblesses. Et Pour moi, je dirais que c'est plus oui, tu parles de mindset, c'est plus une histoire de conscience, c'est-à-dire que si tu veux, et c'est vraiment ce que j'encourage, moi, c'est que chaque fois que dans son travail, dans son activité professionnelle, il y a des blocages, il y a des choses qui coincent, on a des difficultés ou des gênes, à demander de l'argent, par exemple, pour prendre cet exemple-là, je vais m'occuper de ce problème-là. Parce que fuir les problèmes fait ça va pas marcher. Au moment où c'est compliqué, je me dis, est-ce que j'ai quelque chose à améliorer, est-ce que j'ai quelque chose à apprendre, et je vais vraiment prendre des actions pour ça. Ou alors, moi, en tout cas, ce que j'utilise, c'est que quand ça devient compliqué de mon activité professionnelle, je me dis, qu'est-ce que je dégage en moi qui fait que ça fonctionne pas, ou quel est le bénéfice caché qui fait que ça fonctionne pas. Donc, pour moi, ce qui différencie l'un l'autre, c'est vraiment la capacité à se remettre en question et à changer ce qui est compliqué. ouais, capacité à se remettre en question. Ouais, c'est un très bon point, effectivement. Et peut-être aussi de s'entourer des bonnes personnes. Oui, on sous-estime beaucoup effectivement l'apport que peut avoir notre entourage, que ce soit notre entourage même, pouvoir parler, échanger avec les gens autour de nous. Alors, on peut s'entourer d'experts, oui, mais on peut aussi s'entourer juste des gens autour de nous, avoir un petit groupe avec qui échanger sur notre activité, sur comment on se sent. Je trouve c'est très important. Je le fais moi-même. C'est quand on est entrepreneur, on vit souvent de l'isolement, un peu. On travaille seul, surtout au début. On est tout seul. Et là, encore plus avec ces temps de crise. Là, moi, quand je me suis lancée l'année dernière, j'ai démissionné de la banque et tout. Moi, je comptais beaucoup sur les réseaux. Allez, je suis quelqu'un de sociable. Je vais aller rencontrer des gens. Je vais aller faire du réseautage. Mais finalement, je me suis retrouvée toute seule chez moi et à devoir développer mon activité toute seule de chez moi. Et je sais que c'est le cas de beaucoup de monde. Donc, il y a cet isolement. Et donc, avoir un réseau autour de soi, des experts ou des gens dans notre famille, notre entourage, pour pouvoir échanger est quelque chose de très important. Ouais. Et puis une capacité à déléguer aussi, parce que très longtemps, au début, on fait tout seul, même les domaines, on n'est pas bon et où on perd l'énergie. Et à un moment donné, moi, j'ai vraiment pu voir que de déléguer ça à des personnes et de les payer et de libérer cette énergie, ça me permettait plus sur le terrain, de développer plus de business, de possibilités de gains pour moi, et que j'étais là où j'excellais plutôt que faire plein de choses où je n'excellais absolument pas. C'est vrai que ça prend beaucoup d'énergie, faire des choses qu'on n'aime pas faire. Plus que le temps, c'est l'énergie que ça prend. Ouais. Et plus que l'argent, parce que même si au début, il y a les premières années, on fait pas l'argent qu'on souhaite faire, évidemment, mais plus que l'argent, c'est vraiment l'énergie qui gruge. Donc, comme dit notre chanson presque nationale, une chance qu'on a ça. Une chance qu'on a ça. Alors, je sais pas de quoi vous parlez exactement, Sophie, mais ok. Alors, il y avait une question de Safouane beaucoup plus haut qui disait, selon votre expérience, y a-t-il des spécificités culturelles et sociales au rapport à l'argent? Donc, je voulais juste répondre à ça en disant, je peux pas parler pour l'Afrique du Nord parce que je n'y suis pas encore allé. Je devais aller une fois au Maroc, mais ça s'est pas fait. Mais par contre, si je prends les pays où j'interviens, Belgique, Luxembourg, France, Suisse pour l'Europe et le Québec, pour la région du Canada, il y a surtout énormément de points communs. Il n'y a pas vraiment de différence. La relation à l'argent reste un sujet compliqué et tabou dans tous ces pays-là. Par contre, je dirais l'esprit d'entrepreneuriat me paraît plus poussé au Québec qu'il l'est chez nous, clairement. Très clairement. Hugo, dans un contexte familial, comment suggérez-vous de bâtir une relation saine par rapport à l'argent avec nos adolescents qui commencent à toucher à cette notion? Question très intéressante. Merci Hugo. Parce que ça commence jeune aussi peut-être, hein, inculquer des bons réflexes ou à nos enfants. Oui, absolument. Moi, je dirais que ce qui est important, c'est déjà de leur laisser faire leurs expériences, c'est-à-dire que s'ils ont de l'argent de poche, par exemple, qu'ils fassent leur expérience. S'ils dépensent tout, ils vont apprendre la frustration de devoir attendre jusqu'au prochain. Et puis aussi, s'ils veulent
nous, ce qu'on a fait avec les nôtres, par exemple, à un moment donné, si vous voulez des habits de marque, on dit, écoute, ça coûte un certain prix, le prix normal, c'est ça, le surplus, eh bien, tu vas faire ce qu'il faut pour trouver l'argent si on veut, parce que je voulais aussi on voulait qu'ils puissent sentir la valeur des choses. Mais je trouve c'est important de leur laisser faire leurs expériences, d'une part. Et puis, le mieux à faire aussi, c'est que nous soyons le plus inspirants possible. C'est que si nous sommes bourrés de peur et autres, ça va forcément les influencer. Donc, Oui. de pouvoir parler d'argent de manière très ouverte et de temps en temps dire, ah, bah, tiens, tu as tout dépensé, ça m'intéresse, qu'est-ce qui fait que tu n'as pas gardé d'argent? Enfin, sans les culpabiliser, mais juste essayer de comprendre leur fonctionnement et puis expliquer le fonctionnement d'un ménage. Comment c'est dans un ménage? Il y a des charges fixes, il y a des charges variables, on a les habits, peut-être la nourriture, des choses. Puis il y a des charges. Après, il y a les loisirs. Là, c'est ce qui reste. Et si on choisit ça, on peut pas faire ça. Enfin, expliquer un peu comment ça fonctionne parce que des fois, ils croient, il y a qu'à, il faut sortir le porte-monnaie, dire non, voilà la réalité, à quoi ça ressemble pour nous. Voilà notre marge de manœuvre, peut-être, et qu'ils puissent avoir un peu plus, apprendre un peu à quoi ça ressemble aussi. Je sais pas si tu as ajouté quelque chose, peut-être, sur le. Non, mais enfin, dans ce que tu as dit, moi, ce que j'observe, c'est que c'est plus notre exemple que tout ce qu'on peut dire et tout ce qu'on peut faire qui va impacter la manière de vivre l'argent chez nos enfants. Ouais. Avec avec leur propre caractère. Voilà, il y en a qui sont plus dépensiers que d'autres, il y en a c'est des écureuils, mais de manière générale, je pense que c'est plus notre exemple qui va, comme tout dans l'éducation. Ouais. Leur raconter plein de belles histoires, mais si vous leur dites qu'il faut manger sainement, mais qu'ils vous voient vous manger que de la malbouffe, Ouais. ils vont finir par aussi manger comme ça. Je veux dire, pour moi, en tout cas, au niveau de l'adolescence, après, ça peut aussi évoluer. Mais... Absolument. Et je voudrais savoir, parce que effectivement, la question de Hugo me touche évidemment, étant maman de 3 jeunes enfants. Qu'est-ce qu'on fait quand on voit qu'un enfant est dépensier, il aime dépenser, on a beau donner l'exemple et tout, est-ce qu'on le remet? Oui, ok, je comprends, je vais... Encore une fois, moi j'échangerai avec lui, c'est juste de voir, je dis, mais j'ai l'impression que l'argent te brûle les doigts, ça m'intéresse, qu'est-ce qui fait que tu as aussi vite envie d'acheter, et si tu veux, un des grands pièges des adolescents, entre autres, c'est justement les comparaisons au niveau de l'habit, des marques et tout ça. Ouais. C'est-à-dire de s'identifier à ce que je porte. Et là, c'est un grand piège. C'est comme les gens ici qui s'identifient au revenus qu'ils ont. C'est aussi un grand piège. C'est pour leur montrer, de dire, tu vois, à un moment donné, la valeur, elle est en nous. La valeur, elle dépendra jamais des habits qu'on porte. La valeur, c'est vraiment ce que nous portons. C'est ce que nous avons au plus profond de nous, la beauté de qui nous sommes. Je parle souvent des richesses intérieures. Tout ce que nous avons comme qualité, ce sont nos richesses intérieures. Et celles-ci, on les porte tout le temps. Donc, de montrer peut-être les pièges qu'il y a, au fond, de dire comme si se valoriser avec des trucs de marque, tu verras, de toute façon, ça marche pas bien. Donc, c'est pas entrer dans le piège des autres, en quelque sorte, et les accompagner éventuellement là-dedans s'ils peuvent comprendre ça. Pour autant qu'on fonctionne pas là-dedans nous-mêmes. Encore une fois, comme disait Chantal, on doit aussi être inspirant avec ça. C'est ça, comme dit Hugo, walk the talk. C'est ce qu'on dit en anglais, walk the talk. Ça veut dire prêcher par l'exemple, quoi. C'est ça. Et être entrepreneur et ok, ok, d'accord. Donc maintenant, je sais pas s'il y a d'autres questions de la part des gens qui nous écoutent, mais moi j'avais une question. Je sais pas s'il y a réponse à ma question. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais est-ce qu'il y a une différence entre les hommes et les femmes quand il en vient de mindset par rapport à l'argent? Je vous pose la question tout simplement parce que moi, j'ai travaillé longtemps dans une salle des marchés où j'étais entourée d'hommes et je sais que cette expérience m'a transformée. Alors, de 2 façons. Déjà parce que l'argent était une commodité, fait que tous les jours, je transférais des milliards d'un compte à l'autre et je faisais des grosses transactions. Donc, je suis complètement refroidie et non émotive par rapport à l'argent et nos comptes, un jour ils gagnaient, un jour ils perdaient. Et de l'autre côté, parce que j'étais dans un milieu très masculin, et beaucoup de testostérone. Alors, ce que je veux savoir, est-ce qu'il y a une différence entre les hommes et les femmes
dans les comportements par rapport à l'argent qui sont vraiment dus au sexe? Je vais te laisser répondre. Oui, alors écoute, j'ai envie de dire, au départ, ce qui est important, c'est qu'il y a beaucoup plus de points communs que de différences. Il y a une différence, j'y viendrai, mais avant tout, beaucoup de points communs. On a autant d'hommes et de femmes qui ont peur de manquer terriblement. On a autant d'hommes et de femmes qui peuvent être très dépensiers autant. Ouais. Donc, les comportements à la base sont les mêmes. Après, s'il y a peut-être une ou deux nuances quand même, c'est que quand il s'agit d'activités professionnelles, que ce soit autant de demander un salaire, une augmentation de salaire ou de valoriser ses propres prestations, les femmes ont un peu plus de difficultés. Il y a aussi un historique, c'est que les femmes, il n'y a pas, au fond, sur la longueur de l'humanité, il n'y a pas tellement longtemps que les femmes travaillent et ont affaire à devoir gagner de l'argent. Elles sont rémunérées parce qu'elles ont beaucoup travaillé quand même. Voilà, elles ont toujours été très actives, on est bien d'accord, mais pas rémunérées. Ouais. Et moi, j'ai vu pendant longtemps, au début, les femmes, quand elles avaient une activité, c'était l'activité secondaire vis-à-vis des hommes. Il y avait l'homme qui avait l'activité principale et les femmes, ça peut être une boutique de mode, les débuts des séances de massage, où elles gagnaient un tout petit peu quelque chose, où elles couvraient leurs frais, c'était OK. C'est comme si on n'attendait pas plus d'elles. Donc, c'est quand même assez récent, on parle de quelques dizaines d'années et encore, où les femmes sont vraiment actives sur le marché du travail et n'ont encore pas toute cette culture d'oser demander de l'argent, et aussi parce qu'elles ont un côté plus perfectionniste, c'est-à-dire exigeant, plus perfectionniste. Elles ont un côté exigeant avec elles-mêmes. C'est comme si pour pouvoir nommer des qualités, elles devaient être très bonnes. Or que les hommes, avec une demi-qualité, pourront la nommer sans problème. Tu vois, il y avait ce côté-là. C'est ça. Voilà, ça fait une différence. Donc, c'est plutôt sur cet aspect-là que je verrai la différence. Ouais, moi en tout cas c'est ce que j'ai appris beaucoup de mon expérience à travailler juste avec des hommes et je suis très reconnaissante à la vie de m'avoir mise dans une situation pareille. Franchement, je vous dis ça sans, je veux dire, on a tous les deux des côtés masculins et féminins. Je dis ça juste dans l'asexué, hein, vraiment. Mais un petit côté masculin de ce côté-là peut ne pas faire de mal, peut nous aider à dépasser certaines peurs en tant que femmes. Parce que je me suis toujours posé la question aussi, pourquoi les femmes ne vont pas naturellement vers ce genre d'emploi-là, ou des emplois qui sont très bien rémunérés, ou plus les emplois sont bien rémunérés, pas tous les emplois évidemment, hein, des parenthèses, mais plus on dirait qu'il y a moins de femmes qui vont y accéder. Alors, est-ce que ça vient du mindset de la femme ou est-ce que ça vient du milieu de l'emploi qui préfère les hommes? Ça, je ne le sais pas, mais c'est des questions qui m'ont toujours travaillé. Autre chose par rapport à mon expérience et que je voulais souligner aujourd'hui, c'est que le rapport de l'argent n'a rien à voir avec la richesse ou par rapport à la richesse, je veux dire, monétaire ou ce qu'on a dans notre compte en banque. Parce que j'ai travaillé avec des gens, je vous dis là, qui gagnaient super bien leur vie et qui avaient tellement peur de perdre leur job. Et ça m'a toujours étonnée. Ils ont peur de perdre leur travail parce qu'ils ne pourront pas subvenir à leurs besoins. Alors que si j'entends leur salaire, je pense que ça prend une vie entière de travail pour gagner ce qu'ils font eux en 2-3 ans. Et qui ont peur de perdre leur job, à ne pas endormir le soir. Donc ça, c'est juste ça que je veux dire, que peut-être avoir une relation saine, ça n'a rien à voir avec la sécurité d'avoir son compte en banque qui est plein. Oh, très clair. Si vous voulez rajouter quelque chose par rapport à ça ou nous informer, nous donner de l'information par rapport à ça, parce que moi, c'est un sujet qui me fascine quand même. Bah, vas-y, parce que tu as une expérience bancaire avec des millionnaires. Donc voilà, tout à fait. Non, très différent de la mienne. Je te rejoins pleinement. Même les milliardaires ont des problèmes avec l'argent, pas d'argent, ont des problèmes avec l'argent. C'est-à-dire, au fond, c'est quoi le piège? Pour moi, les milliardaires, je vais être clair, hein, je n'ai eu une seule personne dans mes ateliers, mais de ce que j'observe. À un moment donné, quand on projette quelque chose sur l'argent, on projette sa sécurité sur l'argent. Donc, autrement dit, plus j'aurai d'argent, plus je serai sécure. Ça, c'est la croyance associée. C'est parce que intérieurement, on manque de sécurité intérieure. On est insécure. J'ai fonctionné comme ça pendant des dizaines d'années. Je sais ce que c'est. Et au fond, on va chercher une solution, une compensation à l'extérieur
je veux de l'argent pour compenser ce qui manque à l'intérieur et ça marche pas. Même avec des millions, les gens ont peur de manquer. J'avais des millionnaires, multimillionnaires qui ont peur de manquer tous les jours. Donc, on voit à quel point c'est pas rationnel. Et pour moi, les milliardaires, ce que je peux voir, en tout cas ceux qui sont actifs dans le business, c'est que eux ont projeté leur pouvoir sur l'argent. C'est-à-dire qu'ils sont déconnectés de leur pouvoir intérieur de se créer une belle vie qui a du sens, qui est joyeuse, et ils cherchent du pouvoir à l'extérieur. C'est pour ça que comme ça marche pas non plus, parce que leur vide est toujours là, ils veulent toujours plus d'argent et ils se comparent entre eux. Ils sont jamais contents parce que il y a l'autre qui a mieux, donc je veux encore plus de milliards. Donc c'est addictif parce que le problème est intérieur et ils cherchent une solution à l'extérieur. Ouais, le problème est souvent intérieur. Ouais, effectivement. Donc, et ça vaut, c'est la même chose avec les gens qui en ont moins ou qui sont dans en début d'expérience entrepreneuriale, qui n'ont pas forcément beaucoup de l'argent. Juste dire que leur pouvoir et leur sécurité, elle vient d'abord de l'intérieur. Et après, il faut travailler fort pour réaliser ses projets, puis s'aligner, puis effectivement, parce que ouais. Je lis une question de Saïd. Est-ce que le métier d'entrepreneuriat doit avoir des conditions ou des critères pour éviter les imposteurs et les malhonnêtes? Bon, déjà, pour être indépendant, les législations sont très différentes d'un pays à l'autre. À part ça, je crois que il n'y a pas beaucoup de critères. Ben, il y a les lois qui peuvent protéger tout un chacun. À part ça, je crois que la meilleure chose, c'est que si on est un imposteur et qu'on est malhonnête, je pense que notre entreprise ne va pas se développer et qu'elle va mourir de sa juste mort rapidement parce que les clients, ils vont se passer le mot et il n'y a plus personne qui viendra vous voir. Donc, voilà, à part, oui, il y a certaines lois. Après, je sais pas ce que vous entendez par imposteur et malhonnête. J'ai un peu de peine à me rajuster, mais j'imagine qu'il y a une promesse et puis que la personne ne tient pas sa promesse. J'imagine que c'est ça. Ouais. Après, moi, je veux dire, parce qu'on voit beaucoup sur Internet des propositions, des prestations, des trucs, et c'est là peut-être que ça se passe. Et comme tu dis, hein, mais au-delà de ça, moi, je vois beaucoup de personnes qui se font rouler, qui ne peut pas dire autrement, hein, qui se font rouler dans la farine et qui dépensent de l'argent pour des choses qu'ils ne verront jamais en retour, pour des produits, pour des choses, mais parce qu'il y a une forme de naïveté parfois. On vous fait des grandes promesses, des placements formidables avec des rendements incroyables. Il y a une sorte de naïveté, il y a encore une fois une sorte d'appât du gain qui fait qu'on n'entend pas les petites lumières oranges qui devraient nous dire « Ah, attention à la danger, on devrait prendre du recul, se poser ou se renseigner. » Et ça fait partie aussi. Mais que ces gens, c'est ce qu'ils ont à vivre aussi longtemps qu'ils ne vont pas comprendre que inconsciemment, parfois, ils dilapident leur argent, ils jettent leur argent par les têtes. C'est tout à fait inconscient, mais c'est courant. Bon, il est déjà 1h13. Alors, peut-être une dernière question. Pas question, mais juste, je voulais parler du livre de Christian. Alors, je vous le redis, le livre de Christian est disponible ici au Renaud-Bray. Et puis, on peut même l'avoir en version électronique. Et puis, moi, j'ai trouvé qu'il y avait plein de petits exercices qui sont très intéressants. Franchement, même des exercices par rapport aux enfants, des exercices par rapport à nos souvenirs d'enfance. En tout cas, quand on avait eu la discussion la dernière fois, je me suis empressée d'aller… moi, j'adore lire, donc d'aller prendre votre livre. Et donc, rien que pour clore… Qu'est-ce que vous proposez à vos clients concrètement, Anne-Chantal et Christian? Est-ce que vous avez des formations sur Internet? Vous avez des ateliers? Comment vous fonctionnez? Est-ce que avant vous étiez plus en présentiel? Est-ce que vous êtes parce que j'imagine, ça prend combien de temps aussi vos programmes? Est-ce que ce sont des programmes qu'on fait sur quelques semaines quand même, ou est-ce que c'est… Ok, alors Constellation, c'est one shot. C'est one shot, oui. C'est une fois pour un sujet. Après, on peut en faire plusieurs sur d'autres sujets ou bien, mais disons que c'est pas un suivi.
Job Bonheur, moi j'ai un programme que j'offre en individuel et en groupe aussi, mais en ligne. Ça représente sur 9 mois. Ça veut dire que pendant à peu près environ 10 à 12 semaines, il y a une séance par semaine. Et après, il y a ces 6 mois de mise en place où là, en groupe, c'est en tout cas un webinaire par mois. Et dans ma formation, il y a aussi des heures de coaching qui sont comprises parce que quand on commence de mettre en place, réapparaissent certaines peurs, même si elles ont déjà été travaillées avant, parce que mon programme commence avec ça, hein, c'est du travail sur soi pour aller déblayer un maximum de croyances de peur qui nous empêchent d'aller vers ce qu'on veut. Je suis là à disposition pour chaque fois qu'il y a un blocage, aider à faire le pas de plus. Voilà. C'est ça que je me disais, c'est que la transformation prend du temps. Ouais. Donc, j'imagine que ça se fait sur plusieurs mois. Ouais. Alors, de mon côté, alors bon, à part les activités en présentiel que j'ai, je reviendrai au Québec dès que je peux. Je vois qu'il y a Odette qui nous attend à Drummondville. Oui. Une tirée, pour manger la tirée avec eux, voilà, exactement, donc avec plaisir. Et donc, moi, j'ai effectivement une formation sur Internet qui a un très beau succès, qui s'appelle Amis avec l'argent. C'est une formation qui se fait sur 13 sessions de vidéos. Donc, c'est 13 semaines, c'est le minimum, mais après, les gens la font sur 6 mois, sur une année à leur rythme, avec toute une série de webinaires de coaching, des webinaires avec des invités également. Donc, il y a un mélange, je dirais, enfin, c'est du virtuel, mais de travail personnel et de travail en groupe ensemble. Et donc, j'ai vraiment créé une communauté maintenant qui commence à devenir importante de tous ceux qui ont déjà fait ces sessions-là. Transformer sa relation à l'argent, c'est un travail d'amour de soi. Ça passe par plus d'amour de soi. On ne passe pas, on n'échappe pas à ça, et tant mieux. Donc, plus j'apprends à aimer qui je suis, plus j'aurai de la facilité à donner de la valeur à qui je suis parce que j'aime l'être humain que je suis, avec mes défauts, avec mes qualités, avec bienveillance, avec beaucoup d'amour de moi, et ça permettra d'avoir des relations de qualité avec les autres et avec l'argent toujours meilleures. Et donc, c'est vraiment le chemin, c'est un chemin intérieur pour que les choses changent à l'extérieur, en l'occurrence dans ses finances, mais dans bien plus que les finances. Ouais. Je trouve que dans ma formation Job Bonheur, il y a un module sur l'argent. Oui. Ah oui. Pour moi, c'est un incontournable. Et Christian est invité, j'imagine. Vous avez un webinaire avec Christian? Des fois, il est invité, des fois, je fais toute seule, ça dépend. C'est vrai que oui, comme vous êtes tout le temps ensemble, donc j'imagine que l'expertise de Christian, c'est-à-dire que vous vous influencez tous les deux, et donc vous finissez tous les deux par être experts dans le domaine de l'autre. C'est-à-dire que les premières formations avec Peter Koenig, je les ai faites aussi en même temps que Christian. Donc, ok. Et je forme chaque année 10 personnes à devenir spécialistes de la relation à l'argent. Ah, waouh! La première session se termine la semaine prochaine. Et puis Anne-Chantal m'assiste, donc elle fait tout avec moi aussi. Donc elle connaît très, très bien mon activité aussi. Waouh, ça c'est très intéressant, effectivement, surtout pour des gens qui accompagnent peut-être comme moi, finalement, qui accompagnent des jeunes entrepreneurs et tout. C'est quelque chose de capital, je le vois, je le voyais pas avant, j'étais dans le milieu corporatif, c'est que les chiffres qui comptent, c'est les rapports, c'est on monte des dossiers comme ça, on prend des décisions, alors qu'avec un jeune entrepreneur, c'est d'autres facteurs qu'on doit prendre en considération et j'aime ça. Avoir la vision globale de l'entrepreneur. Moi, ça m'intéresse. Je veux pas juste faire sa comptabilité, sa fiscalité, travailler sur ses chiffres, lui donner ça comme ça. Je veux être impliquée dans la réussite de mon client. Donc, j'ai de plus en plus de gens qui font des activités comme toi, qui ont exactement cette idée-là, qui disent je veux leur amener quelque chose de plus global, de plus complet que juste des chiffres et des bilans. Absolument. Magnifique. Alors, merci à vous deux. J'étais vraiment plus que ravie. J'espère vous rencontrer, comme dit, qu'est-ce qu'a dit Odette? Quel mois? En 2021. Vous venez en 2021, je serais ravie de vous rencontrer. On fait un live en vrai cette fois-ci du Québec. Et puis Daniel, un vrai couple, nous devons planifier quelque chose, j'imagine. 2 couples et parler au couple. C'est ça. Merci beaucoup. Pardon? On est en train d'écrire un livre sur le couple qui est presque fini. Ah, waouh! Le couple, de l'argent dans les couples, ça aurait été un autre sujet parce que
ça peut causer bien des hauts et des bas, les problèmes d'argent, ou les problèmes ou pas, hein, je ne sais pas. Donc, merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci à ceux qui ont participé, ceux qui ont écouté. Et puis, je vous dis à très bientôt. Merci, Nassima. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci. Au revoir tout le monde.